dimanche 26 septembre 2021, face à l'actu, l'invité répond sous fond d'analyse et de commentaires à l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV cette semaine. Vous le savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire de STV. Et ce dimanche, nous avons une personnalité qui maîtrise un peu les contours des questions de football. Et d'ailleurs, l'occasion faisant, le larron en parlera grandement sur ces questions-là. Les questions d'infrastructures sportives. Le Cameroun, vous le savez, va accueillir en 2022 la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition de 2021. Décalage oblige. En termes d'infrastructures, justement, des grincements de dents se sont fait apercevoir jusqu'à la descente toute récente de Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Les questions autour du stade Olembe, on en aura certainement en termes de réponse ce soir. Parce que le docteur Éloi Cyril Tolo Batoum est l'invité de ce dimanche. Il est conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il est d'ailleurs en charge du suivi des infrastructures sportives dans ce département ministériel. Politiquement, c'est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'ailleurs. Il est candidat à la présidence de la section Longhega, j'espère que je prononce bien. Longhega, dans le sud. C'est dans la commune de Massok-Songlolo. Il va donc nous parler également de ce menu qu'on a préparé pour vous. On reviendra grandement sur ces renouvellements des organes de base du RDPC dont on observe des flammes. C'est le parti des flammes. À travers le Cameroun, à Baganté on en parle, à Bembis on en a vu et bien d'autres localités. Ça grince des dents au sein du parti au pouvoir. Mais également la forte actualité autour de la question séparatiste. Cette semaine, le Premier ministre est descendu à Buea pour rencontrer un certain nombre d'acteurs pour en parler, pendant que le ministre de la Défense, lui, est allé dans le nord-ouest, à Bamenda notamment. Vous le savez, après l'assassinat d'un certain nombre de militaires, 16 par des séparatistes, le gouvernement reconnaît officiellement, désormais, qu'il y a d'autres entités qui sont impliquées dans cette guerre, au-delà des Camerounais. On parlera, je l'ai dit, du retour des volleyeuses, championnes d'Afrique désormais. On fera un coucou aux basketteuses qui, ce jour, ce dimanche, ont été 3e après leur victoire à la CAN, à l'Afro-Basket Dame. Un clin d'œil, une larme écrasée pour le chef supérieur des Aqua, Sa Majesté Djindika, dont les obsèques officielles ont eu lieu cette semaine, mais aussi à Mobé Mevege, qui est parti et dont l'enterrement a eu lieu ce week-end. Bonsoir, docteur Éloi Cyril Tolo. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo, et bonsoir également à tous les téléspectateurs de STV. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci d'être parti de Yaoundé spécialement pour cette émission. Avant peut-être de rentrer en plein, je voudrais qu'on plante le décor. Évidemment, on va parler du renouvellement des organes de base. Notre rédaction a recoupé quelques éléments denses qui plantent le décor de cet événement-là. Je vous prie de suivre ce reportage d'Orient Donkin. Merci. Jamais le mot fraude n'aura autant été utilisé en si peu de temps. Le renouvellement des membres des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a démarré le 7 août dernier et se poursuit en entraînant avec lui son lot d'événements. Si le processus implique bulletins et urnes, ceux-ci ont laissé place aux coups de poing, menaces et autres insultes. Les jours se suivent, les localités changent, mais le problème demeure. Des soupçons de tripatouillage. À Marois, dans le Diamarais, ce sont de fausses cartes du RDPC qui ont été interceptées en vente à 250 francs la pièce. Pendant ce temps à Minganga, dans la Damawa, le passage en force d'une nouvelle liste par certains cadres entraîne une bagarre généralisée. Bagarre également dans le Djaïlobo quelques jours plus tôt, où des militants mécontents du passage d'une liste en sont venus aux mains. Plus tard dans la soirée, le domicile du sous-préfet de Bembis a été incendié. Jusqu'à présent, rien ne certifie que les auteurs de cet acte sont des militants du RDPC. Lundi dernier, des barricades ont été posées sur la nationale numéro 4, au lieu dit Kong Yambeta, c'est dans le Baminoubou, région du centre. Des militants du parti de la Flamme dénonçaient ici la répartition illégale des places au sein des bureaux de base. Ambiance similaire dans le Vouri, où l'on parle de bourrage d'urnes. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont fait face surtout dans certains centres de vote, qui n'ont pas permis à ce qu'il y ait égalité de chance. Il y a égalité de chance dans le sens où
la commission n'a pas fait son travail comme il se devait. Les heures de vote n'étaient pas respectées. L'ouverture des centres de vote n'étant pas respectée, il y a eu bourrage des urnes. Non loin de là, ce sont des noms qui manquent à l'appel. Comme vous le constatez si bien, nous sommes dans le sous-centre de Mbam-Owondo. Mbam-Owondo est un sous-centre auquel la commission a repris les élections vu la malgérance de la commission. Alors, comme vous le constatez si bien, ce sommier qui a été affiché n'ont pas respecté les normes. C'est-à-dire, plusieurs normes ne se retrouvent pas au niveau de ce sommier. Alors, ça a fait en sorte que on s'est retrouvés à plus de 400 militants qui n'ont pas pu voter. Pour cela, c'est une raison très valable pour laquelle nous n'avons pas été élus. Pour ce fait, nous réclamons la justice. Ces militants à l'unanimité veulent que ces opérations soient reprises. Nos attentes, c'est la reprise et la reprise des élections. Nous voudrions l'annulation totale des élections, des renouvellements des organes de base dans les trois de l'URDPC, OFRDPC et OJRDPC. Il faudrait qu'on recommence des élections dans des endroits cités dans des vidéos, comme chez moi à Babylone. On doit recommencer les élections. Chez mes collaborateurs aussi du côté de Mbam-Owondo, on doit recommencer les élections. Au centre, au cas où on ne recommence pas, on a lancé des requêtes, on attend la décision des requêtes. Mais il faudrait déjà que tout le monde sache que les candidats sortants ne doivent pas s'autoproclamer. Bien que certains menacent de quitter le navire RDPC si rien n'est fait, d'autres ont déjà déposé des requêtes en annulation. Docteur Cyril Tolo, le visage du RDPC ce dimanche dans le cadre du renouvellement des organes. Je rappelle qu'à Banganté en ce moment, ou du moins jusqu'à la mi-journée, la tension est encore vive. Le gouverneur de l'Ouest a dû descendre dans cette localité et bien d'autres d'ailleurs. Est-ce le RDPC que vous reconnaissez, que vous prônez, que vous vantez? Est-ce la réelle image? Je veux dire qu'en termes d'élections en interne, vous n'êtes pas un exemple au-delà de cela. Non, je ne peux pas penser comme vous. C'est vrai que le visage que certains de nos camarades ont donné de cette élection est un visage hideux, un visage moche qu'on n'aimerait pas voir dans un parti démocratique, un parti de rassemblement. Mais sauf que, somme toute, M. Dipita Tongo, ça reste quand même un phénomène marginal. Je rappelle que le RDPC est présent à 360 sections qui sont réparties dans les 360 communes. À cela, vous avez 17 sections à l'étranger, donc sont environ 378 sections. Et j'ai essayé de recenser, avant de venir dans cette émission, les localités dans lesquelles nous avons eu justement des soubresauts. Il y en a à peu près une dizaine, ou juste un peu plus, donc ce qui représente quoi, moins de 5%. Moins de 5% des sections qui ont été touchées, voyez-vous, donc ça reste un phénomène marginal. Qu'à cela ne tienne, je déplore d'ailleurs, comme beaucoup de mes camarades, justement ce comportement un peu vandale, qui n'est pas du tout à l'image de ce que prône le président de notre parti. Mais il y a quand même une chose qu'il faudrait noter, c'est que ce n'est pas un phénomène qui est propre au RDPC. Justement, j'ai failli dire des faits relativement similaires. Je rappelle qu'il y a des maisons du parti qui sont allées en fumée, des bâtiments publics. Il y a le domicile d'un sous-préfet qui est parti en fumée. Pour les faits, je ne vais pas faire de parallèle, mais quasi similaire. La case d'une ambassade, vous n'êtes pas allé du dos de la cuillère pour traiter d'autres citoyens, d'autres formations politiques, pas moins que des terroristes. Je veux dire que ce ne serait peut-être pas juste de ne pas dire le contraire du RDPC aujourd'hui. Non, je ne vais pas parler en ce qui concerne le RDPC d'actes de terrorisme. Ce sont des actes de vandalisme. Et vous dans notre... par exemple ceux de l'ambassade de France à l'époque de vandalisme aussi? Je les qualifiais de vandalisme en son temps. Je les qualifiais de vandalisme en son temps et de vandalisme de biens publics. Et ce sont des actes qui sont condamnés par la loi. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors ces événements se sont passés
le week-end, mais je pense que dès le début de la semaine, les différentes autorités, que ce soit de la gendarmerie nationale, de la police nationale, la justice, vont prendre leurs responsabilités. Il faudrait que les auteurs, les différents auteurs de ces actes soient sévèrement punis conformément à la législation en vigueur. Ce ne sont pas des actes encouragés, donc il faut que nous-mêmes, au sein du RDPC, que nous prêchons par l'exemple, puisque nous condamnons généralement ce type de comportement lorsqu'il vient d'autres partis politiques. Il faudrait donc que nous soyons exemplaires. D'accord. Alors, cela dit, vous étiez candidat. Oui. On peut avoir des nouvelles? Oui, j'étais candidat. Mais heureusement, chez moi, ça s'est bien passé. D'abord parce que j'ai remporté l'élection dans la sous-section de l'Orhega Centre, où j'ai brigué le poste de président de la sous-section. Il y a eu aussi des disputes, il y a eu des disputes et je pense qu'il faut mettre cela à l'actif du président de la République qui a voulu que le RDPC soit véritablement un parti de masse et non un parti d'état-major où les élites décident d'en haut de ce que les militants doivent faire. Et chez nous, les militants ont choisi, mais l'élection était tellement transparente. Je vais vous donner un exemple. Pour la section, nous avons 2 listes en compétition et dans la circonscription électorale qui était la mienne, il n'y a qu'une seule liste qui a battu campagne. L'autre liste n'est même pas venue. On n'a pas vu les membres de cette liste venir s'adresser aux militants. Mais figurez-vous que les 2 listes ont fini à égalité, 50-50. Alors ça veut dire que dans beaucoup de localités, l'élection a été apaisée. Les gens ont accepté leur défaite. Lorsqu'on va à une compétition, il faut savoir gagner, mais aussi il faut savoir perdre. Et ça, je pense que ce sont les leçons que nous devons tirer justement de cette élection. Mais bon, cela procède aussi de l'activisme d'une partie de l'élite. Qui ne comprend pas que, eh bien... Vous demanderez à votre président national d'avoir les mêmes termes, les mêmes condamnations, la même volonté de sanctionner cela, comme vous le faites ce soir, le président Biya, président du RDPC. Vous connaissez le président Biya. Le président Biya ne badine pas lorsque ses instructions sont foulées aux pieds. Vous savez que dans sa lettre, dans les directives qu'il a données pour l'organisation de cette élection, il a mis en place une superstructure aussi bien au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, communal, jusqu'aux sous-sections et même à la base. Mais normalement, si chaque commission, puisqu'il s'agit de commissions, avait effectivement joué son rôle, on ne devrait pas se retrouver là. Ça ne sert à rien d'essayer d'organiser la fraude ou alors d'essayer de faire passer un candidat qui ne mérite pas ou d'en imposer un autre. Le président a voulu que lors de ces élections, que ce soit la base, que ce soit les militants de la base qui s'expriment. Et c'est cette volonté du président de la République qu'il fallait respecter plutôt que de continuer avec les habitudes d'un autre âge. Je vous suggère de parler d'un autre sujet tout aussi prenant, oui. En termes de tension, l'insécurité ou alors la question sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de la Défense, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, Joseph Béti Assomo a fait une descente à Bamenda cette semaine. C'était au lendemain d'une attaque terroriste qui a coûté la vie à une quinzaine de forces de défense et de sécurité. Suivez ce reportage. After treacherous attacks on defense and security forces, the head of state commander-in-chief of the armed forces, represented by the Minister of Defense, Joseph Béti Assomo, has today carried out an evaluation of the security situation today in Bamenda. Defense and security forces have been the constant prey in recent weeks by separatist fighters with the use of much more sophisticated weapons, which insinuates collaboration with external forces. Defense boss has, however, reiterated on change in the strategy and action in consolidating national peace and integrity.
Today has equally been a platform to encourage the approach of men and women defending the integrity of the land. New tactics employed will not be necessary to disclose, but there is a paradigm shift in the approach of the recent attacks on civilians. Cameroon, however, needs peace with the sincere patriotic support of all its citizens as it implores separatist fighters to lay down their arms and embrace the head of state's arm of peace towards the implementation of reconstruction projects in the northwest and southwest regions. Situation tendue donc, Cyril Tolo. Avez-vous le sentiment, comme beaucoup, que manifestement la situation n'est pas sous contrôle, contrairement au discours officiel qui donne l'impression qu'il n'y a que dans quelques zones des poches. On a pu voir 16 forces de défense et de sécurité, 16 militaires qui tombent, des zones qui sont encore en plein entre les mains des séparatistes qui chaque jour ont un matériel, d'ailleurs le gouvernement le reconnaît, un matériel de plus en plus sophistiqué, des hommes qui semblent mieux entraînés et d'ailleurs qui réussissent à avoir des connexions au-delà de nos frontières. Oui, Monsieur Dipita Tongo, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer ici la mémoire de nos compatriotes qui ont décidé de servir la nation et qui ont payé par leur vie. Nous avons perdu 16 soldats. Ça fait mal au cœur, mais voyez-vous, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi pas toujours visible, un ennemi qui sait se dissimuler au sein de la population. Donc, dans une situation extrêmement complexe pour nos forces de défense et de sécurité. Mais j'aimerais, avant de répondre à votre question sur la maîtrise ou non de la situation, dire quand même que ce conflit, un conflit irrédentiste, malheureusement, je travaille là-dessus en tant que chercheur, est en réalité la résultante si vous voulez, d'actions tout à fait planifiées bien avant 2016. Lorsque vous allez vous faites la recherche un peu sur la question, vous allez voir que depuis pratiquement les années 2000, un certain nombre de chercheurs qui discutaient déjà avec les personnes qui partageaient justement cette idéologie séparatiste annonçaient que, eh bien, à un moment ou à un autre, il y aura justement des violences liées à cette ambition séparatiste, ce que naturellement je regrette, parce que même si les problèmes commencent en 2016, enfin ce qui me concerne, j'estime que l'État a apporté des réponses appropriées qui auraient permis, si tant est que les revendications étaient naturellement de type politico-administrative, eh bien, auraient permis de résoudre le conflit. Mais vous avez bien vu qu'au-delà de tout ce que l'État a fait, eh bien, l'escalade a continué jusqu'à ce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'un conflit armé. Non, je ne considère pas que parce que nous avons perdu 16 éléments de nos forces de défense et de sécurité, et bien que la situation ne soit plus sous contrôle. N'oubliez pas que l'objectif des séparatistes est de diviser le Cameroun, donc de détacher les deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, du reste du territoire national. Moi, je dirais que la situation n'est plus sous contrôle le jour où l'armée ne sera plus présente, l'armée, donc l'État, ne sera plus présente dans ces régions-là. Tant que l'État y est, ça veut dire que, eh bien, la situation reste sous contrôle. Mais comme tout épisode conflictuel, eh bien, il y a des moments comme cela
voilà où la situation est un peu difficile parce que la configuration, les stratégies sur le terrain peuvent changer et ce sont ces mutations-là qui entraînent justement des nouvelles réponses que le ministre de la Défense a promises, n'est-ce pas, lors de sa visite à Bamenda. Vous dites qu'il y a un nouveau paradigme des revendications. Vous parlez d'abord des revendications des avocats et des enseignants dont on connaît les réponses gouvernementales qui ont été apportées. Oui. Mais à partir du moment où vous réalisez effectivement que les revendications ne sont plus celles-là, elles sont peut-être politiques, est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de changer de paradigme en termes de réponse? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer d'approche? Est-ce que le gouvernement, l'État, ne peut pas faire cette démarche-là à l'égard de ceux qui ont les armes et se dire, nous sommes tous les enfants d'un même pays, puisque c'est ça véritablement la question, allons donc autour d'une nouvelle table et parlons-en. Le président de la République l'a fait. Vous vous souvenez qu'à plusieurs reprises, il a appelé les sécessionnistes à déposer les armes. Il a organisé un dialogue national où les sécessionnistes, les leaders sécessionnistes ont été invités. Mais en réalité, c'était peine perdue. Je parle bien des leaders. Parce que je vous dis, je travaille sur la question. Les leaders sécessionnistes ne sont pas opposés au dialogue. Ils sont pas opposés. Mais ils disent que si tant est qu'il y a dialogue, un seul point sera à l'ordre du jour, c'est les conditions de la séparation entre l'ancien Southern Cameroun, n'est-ce pas, et le reste de la nation, dont les deux régions anglophones. Vous comprenez qu'aucun État au monde ne peut l'accepter, puisque l'armée est garante de l'unité nationale, eh bien, la réponse gouvernementale, donc qui s'établit sur deux pieds, le pied militaire est tout à fait légitime et légal. Elle est légitime et légale. Et lorsque j'entends certains de nos compatriotes dire que l'armée doit déposer les armes, que les militaires doivent partir de ces régions pour que la paix revienne, mais soyons sérieux. L'État s'est défini par quoi? L'État s'est défini par le monopole de la violence légale. Et la violence légale est exercée par l'armée. Donc si on demande aux militaires, aux soldats de déposer les armes, c'est quoi? C'est une capitulation, c'est une reddition, c'est quelque chose d'inacceptable. Aucun État ne peut l'accepter. Mais en même temps, le chef de l'État a transporté le problème sur le champ politique. Il a organisé le grand dialogue national qui a été conduit par le Premier ministre Dr. Chief Dongoute. Et les résultats de ce grand dialogue, pour les raisons anglophones, c'est un statut spécial qui est en cours d'implémentation. Mais voyez-vous, M. Dipita Tongo, gérer une nation, c'est extrêmement compliqué, je puis vous assurer. On peut avoir la volonté de tout changer comme par un coup de bâton magique, mais après, il faut avoir les moyens. Ça sert à quoi d'implémenter des choses pour lesquelles nous n'avons pas encore les moyens? D'où la stratégie du chef de l'État qui est d'aller progressivement. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des institutions prévues dans le cadre du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est aujourd'hui mise en place. Alors, travaillons à ce que la paix revienne. Mais je ne pense pas que la solution unique soit le dialogue avec les sécessionnistes, puisque je vous dis, ils sont d'accord pour qu'on dialogue, mais avec un seul point à l'ordre du jour, les conditions de la séparation, ce que naturellement personne ne peut accepter. Vous parlez du dialogue, peut-être sans le savoir, révélant le prochain élément de cette émission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, justement, est allé une fois de plus dans la région du Sud-Ouest, notamment à Boya, pour rencontrer un certain nombre de personnalités, d'élites et autres, dans le cadre d'un échange patriotique, un échange pour effectivement mettre sur la table à nouveau cette question de la séparation. Suivez ce reportage. Particularly delighted to be here in Boya, the headquarters of the Southwest region. Members of the follow-up committee of the implementation of recommendations of the major national dialogue have assembled today in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon, in a working session presided over by the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dion Gouté, to popularize government measures taken from onset to resolve the ongoing northwest and southwest socio-political crisis.
Presidential Plan for Reconstruction and Development, PPRD. The aim of the plan is to address the immediate needs of the affected populations in this region. The goal is to restore social cohesion, to reconstruct and rehabilitate basic infrastructure, and to revitalize the local economy. To ensure transparency in assisting these regions, the government designated the United Nations Development Program, UNDP, as the implementing partner fund manager. Secondly, the passing into law of the bill according special status and its provisions provides a viable legal and administrative framework and further generates a template for government action and international partner involvement. In essence, the special status empowers locally elected officials within the Regional Executive Council to initiate development projects within their communities, to achieve participative democracy, sustainable development, economic opportunity, equality, social justice, and protection of local customs and traditions. It is worthy to mention that the visit of the Prime Minister, head of government, to this region is within the framework of the second session of the committee under the instructions of the head of state, Paul Biya. Voilà donc la descente de Joseph John Gouté dans la ville de Buea. Cyril Tolo, évidemment, l'enjeu pour les séparatistes était de mettre le Cameroun en deux. Ils l'ont pas atteint, fort heureusement, vous le dites, grâce à nos forces de défense et de sécurité. Mais les manifestes, on peut au moins observer que ces messieurs-là rendent quand même certaines zones littéralement ingouvernables. Je veux dire, quand on observe donc le Premier ministre y aller à nouveau, une énième fois, pour dialoguer, pour appeler ceux qui ont pris des armes à les déposer. Êtes-vous optimiste? Avez-vous le sentiment que seulement le fait d'y aller peut ramener les gens à la raison? On sait qu'il y a un contingent important de Camerounais à l'étranger qui soutiennent ces mouvements séparatistes-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Si oui, que doit-on faire de plus? Merci, M. Dipita Tongo. Moi, je pense que l'État fait déjà plus. Prenez les cas autour de nous dans lesquels vous avez des conflits irrédentistes. Exception faite du Sénégal, où, après la guerre, plus d'une vingtaine d'années de guerre, il y a eu des négociations entre le gouvernement et les séparatistes casamançais. Simplement, la tension a baissé. Mais vous savez que l'idéologie séparatiste n'a pour autant pas disparu de la zone casamançaise au Sénégal. Mais vous prenez le cas de l'Angola, avec les indépendantistes du Cabinda, ils ont été dominés militairement. Avec Savimbi à l'époque. Oui, avec Savimbi à l'époque, mais en réalité, Savimbi, ça c'était l'UNITA dans le cadre de la guerre civile, mais les séparatistes cabindais, c'est bien le président Eduardo Santos qui les a anéantis. Vous prenez le cas du Sahara occidental, aujourd'hui, avec la situation au Maroc, c'est aussi sur le plan militaire qu'ils ont été dominés. Vous prenez le cas de la Corse, en France, du séparatisme corse. Ils ont été dominés sur le plan militaire. Vous prenez le cas de l'Espagne avec les Catalans. Ils sont... Non, d'abord, le cas de l'ETA, que vous avez connu en Pays basque espagnol, ils ont été dominés militairement. Vous prenez le cas de la guerre de sécession aux États-Unis, entre 1861 et 1865, les confédérés ont été dominés militairement. Donc ce n'est pas nouveau ce que le gouvernement camerounais est en train de faire, c'est-à-dire apporter une réponse militaire à une situation de guerre imposée par les séparatistes. C'est ce que font d'abord tous les États. Mais à côté de cette réponse militaire, je vous l'ai dit, voilà le Premier ministre qui sort du Sud-Ouest, qui est allé présenter à nos compatriotes de cette région, mais je pense qu'il s'est adressé à
tous les anglophones du Cameroun le plan de reconstruction. Le plan de reconstruction. Un plan pour lequel le gouvernement a déjà mis de côté 10 milliards de francs, sans parler de la contribution des partenaires internationaux du Cameroun. Mais aujourd'hui, je puisse vous dire, lorsque vous voyez les masses qui sont sorties accueillir le Premier ministre, alors que les sécessionnistes ont déclaré 15 jours de Ghost Town, vous comprenez que les populations en réalité en ont marre. Et moi, je vous parle en tant que responsable de l'administration qui, à plusieurs reprises, se rend justement dans les régions anglophones, notamment à Boya, à Limbe, d'abord dans le cadre de la préparation du Chan, qui est passé. J'y suis allé à 2 reprises avec le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre des missions, et j'ai bien vu à chaque fois comment les populations sont sorties massivement pour accueillir le Premier ministre et accueillir son discours de paix. Donc en réalité, nos compatriotes, aussi bien du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aujourd'hui sont pris dans cet étau par la force du terrorisme, n'est-ce pas, imposé par une minorité. Imposé par une minorité. Si aujourd'hui on interroge les populations sur la nécessité de poursuivre dans la logique de la guerre et le retour à la stabilité, à la paix, eh bien, je vous dirais, majoritairement, les populations anglophones vont choisir de revenir dans la situation hantée d'avant 2018, lorsque le conflit a basculé, parce qu'aujourd'hui, ces populations-là sont perdantes et elles souffrent beaucoup. D'accord. On va parler sport à présent. L'un des prétextes de votre présence d'ailleurs ici, mais avant, je vous suggère de revenir sur cette candidature qui, depuis quelques jours, fait évidemment jaillir des plumes, fait couler la salive. On a déjà enregistré la candidature de Jules Denis-Onana et de Mabouan Kessac. Depuis cette semaine, Samuel Eto'o-Fils, l'ancien capitaine des Lions, se dit partant. Reportage. Oui, Eto'o peut, mais pour cela, il doit s'entourer d'une bonne équipe. Moi, je soutiens sa candidature. Non seulement pour des raisons professionnelles, purement dites, mais aussi pour des raisons sentimentales. Aussi, parce qu'en réalité, nous avons vécu plus d'une dizaine d'années de gestion assez scabreuse, assez bancale. Et beaucoup de gens ont profité d'Africa Foot, soit pour s'enrichir, soit pour se faire un nom, soit pour... Et je pense que Samuel Eto'o est dans la logique de redresser les choses. Parce que je le vois très bien à la Fédération camerounaise de football. Maintenant, le problème sera de s'entourer d'une belle équipe et surtout d'être à marge, à l'abri de toutes ces querelles, des hommes qui cherchent à avoir des pouvoirs, des situations assez embêtantes. Il faut donner la chance à ce monsieur-là. Et je pense qu'il peut le faire. C'est officiel, depuis ce 21 septembre 2021, Samuel Eto'o-Fils, ancien lion indomptable, est candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Une candidature qui est bien accueillie par quelques footballeurs rencontrés ici à Douala. Eto'o-Fils est un footballeur qui connaît les problèmes que traverse cette discipline au Cameroun. C'est une bonne idée pour Samuel d'avoir déposé cette candidature. Maintenant, nous pensons qu'il va travailler pour le bien du football, pour le bien des acteurs de football, pour les footballeurs eux-mêmes qui sont au centre de la situation, parce que les footballeurs au Cameroun souffrent d'un gros martyre, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur la manière de fonctionner, et ensuite les entraîneurs qui ne sont pas bien traités sur le plan salarial et même sur le plan de la considération. Nous avons une des meilleures équipes d'Afrique, peut-être la meilleure formation d'Afrique, et il est impensable que nous, au niveau de cette fédération, nous soyons toujours dans des litiges, dans des bagarres, dans des querelles d'hommes, parce qu'en réalité, ce n'est pas des problèmes de statut. Les statuts sont faits par des hommes, on peut les modifier en conséquence. Mais c'est surtout des querelles d'hommes, des positionnements d'une manière générale. Et je soutiens absolument la candidature de Samuel Eto'o. De par son parcours et sa notoriété, il peut mener à bien la barque Africa Foot à condition de venir en rassembleur. Pour gagner cette élection, il faut absolument le rassemblement. Il faut qu'il s'ouvre vers les autres, qu'il aide les autres, qu'il montre qu'il peut rassembler. Rassembler d'abord tous les acteurs. J'ai compliqué les départements. Donc, on voudrait voir ce week-end qu'il a rassemblé le département de Sanaga, qu'il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, mais qu'il est là à Sanaga, puis par une première fois,
quand il vient dans la région, on pas la même attitude. Et pas seulement les acteurs, mais surtout sa propre famille, les footballeurs. Ils sont unanimes, le football camerounais a besoin de changements pour sortir de l'abysse. Et pour cela, il faut taire les querelles de personnes, mais juger le maçon au pied du mur, mieux le footballeur dans un stade de football. Cyril Tolo, soutenez-vous la candidature de Samuel Eto'o-Fils? Non, en réalité, en tant que conseiller technique au ministère des Sports, je n'ai pas à soutenir un candidat ou un autre. Puisque nous sommes le régulateur, nous sommes la tutelle, nous n'avons pas à prendre position en faveur d'un candidat ou un autre. Mais je pense que M. Samuel Eto'o, en tant que digne fils du Cameroun, a le droit de se présenter comme tout le monde. Comment avez-vous accueilli cette candidature au niveau du ministère des Sports? Vous savez, je ne dirais pas totalement dans l'indifférence parce que Samuel Eto'o n'est pas quand même n'importe qui, mais nous avons accueilli cela avec les réserves nécessaires par rapport à un processus où le ministère n'est pas du tout impliqué. Voilà. Vous savez très bien quelle est la position du ministre. Il a exprimé, il a dit au président de la fédération que le processus actuel devrait être arrêté parce qu'il était entaché de plusieurs irrégularités. Eh bien, l'équipe de la fédération camerounaise de football a ignoré justement l'avis du ministre. Ils sont passés en force au point où, chose exceptionnelle, nous avons vu une lettre co-signée à la fois par la FIFA et la CAF, se risquant même à donner quelques injonctions, quelques menaces à peine voilées au gouvernement de se mêler de ces questions. Alors, depuis lors, le ministère s'est mis en retrait. Le ministère s'est mis en retrait et nous observons. Mais nous observons avec l'appréhension que les choses ne se passent pas bien. Dans ce contexte ambigu, ce contexte justement conflictuel, au regard des textes, de la légalité, de la légitimité, conseillerez-vous vos candidats d'y aller? Vous direz à Samuel Eto'o, voici nos réserves, mais bon, tant qu'à faire, puisque le processus est lancé, allez-y. Nous ne pouvons pas conseiller aux candidats d'y aller puisque nous avons demandé à ce que ce processus soit arrêté. Le ministre a été clair dans sa lettre du 8 juillet dernier adressée au président de la Fédération camerounaise de football. Il a dit que le processus était entaché d'irrégularité. Je vous donne un exemple. Okay. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, en ce qui concerne les associations, qu'elles sont, notamment l'article 7, qu'elles sont libres de s'organiser. Elles sont libres de s'organiser, d'adopter leur statut, mais que pour que ces textes, que ce soit les statuts ou le règlement intérieur, entrent en fonction, eh bien, il faudrait que le ministère vérifie leur conformité. Et si je vous prends justement le cas des statuts qui vont orienter ou qui vont guider ces élections, vous savez que ces statuts ne sont jamais arrivés au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ils ont été envoyés directement à la CAF et à la FIFA, et c'est dans une correspondance que le ministre a appris que la CAF et la FIFA avaient validé les 10 statuts. Vous comprenez donc que nous sommes là complètement à l'écart de ce que la loi de 2018, la loi numéro 2018-0014, organisant justement, régissant l'organisation du sport et de l'éducation physique au Cameroun a prévu. Il y en a encore d'autres, je ne vais pas les citer ici. Et le ministre c'est la raison pour laquelle il a demandé à ce que le processus soit arrêté, mais on a préféré ignorer cet avis du ministre et passer en force. Donc, les gens sont libres d'y aller, mais simplement nous observons, en sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes dans cet imbroglio
dans cet imbroglio. Alors, si systématiquement vous foulez les décisions du tribunal arbitral du sport au pied, vous foulez les lois de la République au pied, vous vous attendez à quoi? C'est un processus qui, à mon avis, est voué à l'échec. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, la chambre arbitrale du comité national olympique a déjà pris une première décision, n'est-ce pas, annulant l'Assemblée générale qui était justement chargée d'adopter les 10 statuts. Donc nous sommes sûrs que cette affaire finira encore au TAS. Et d'ailleurs, je constate que la démarche de M. Samuel Eto'o-Fils est symptomatique justement de cette crainte, puisque, comme vous le savez, il a saisi le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour attirer son attention sur l'irrégularité de ce qui se passe à Tinga. Mais sauf que le ministre le savait déjà. Et le ministre l'a dénoncé. Il a saisi également la FIFA pour dire que ce qui se passe à Tinga en ce moment sur le plan du processus électoral est entaché de plusieurs irrégularités. On verra ce que la FIFA fera, peut-être comme en Côte d'Ivoire, où il a fini par suspendre le processus, parce que Didier Drogba là-bas aussi était en difficulté. Mais en ce qui nous concerne au ministère, le ministre a été clair, et vous savez, le ministre est un érudit du droit, c'est un enseignant du droit, c'est un pratiquant du droit, donc il ne peut pas cautionner un processus où le droit est foulé aux pieds. D'accord. À côté de cela, il y a quand même une problématique de fond qui revient assez souvent. Vous savez que lorsqu'ils sont acteurs actifs et professionnels, de par les règles du football, nos joueurs, les lions notables souvent, dans les équipes étrangères, sont plus ou moins obligés, contraints à prendre d'autres nationalités. On parle de double nationalité dans ce cas. Une question que la loi camerounaise ne reconnaît pas, je veux dire la double nationalité. Mais toujours est-il que lorsqu'il faut se présenter à ce type d'élection, souvent les candidats en termes d'arguments opposent ce préalable-là aux adversaires. D'ailleurs, Eto'o le vit. En ce moment, d'aucuns estiment qu'il est espagnol et que du coup, de ce fait, il ne doit pas prendre part en tant que candidat à la présidence d'Africafoot. Quelle est la position du ministère des Sports? Quelle est la problématique de fond sur cette question? Alors, avant de répondre sur la problématique de fond et la position du ministère des Sports, j'aimerais d'abord répondre que la loi camerounaise reconnaît la double nationalité dans certains cas. Vous prenez le cas des femmes. La loi de 68, eh bien, estime qu'une femme camerounaise peut acquérir une autre nationalité par alliance, par mariage, ainsi de suite. Et en ce qui concerne la déchéance de nationalité, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, la loi de 68 dit qu'elle doit être constatée. Elle doit être constatée. Alors, en ce qui concerne M. Samuel Eto'o, est-ce que vous avez une décision de justice qui a constaté sa déchéance de nationalité? Si ça n'a pas été fait, ça veut dire que M. Samuel Eto'o-Fils reste camerounais. Mais en ce qui concerne le ministère des Sports, eh bien, nous avons regardé cette... je ne vais pas parler de loi, mais ce règlement qui devrait régir les élections à la Fédération camerounaise de football avec beaucoup d'appréhension. Parce que pour chaque texte, il faut tenir compte du texte, mais aussi du contexte. Voyez-vous, c'est un peu malsain. C'est un peu malsain aujourd'hui d'essayer de dire qu'une gloire de football comme Samuel Eto'o, qui nous a apporté des trophées, qui nous a donné tant de joie. Ça ne concernait pas que Samuel Eto'o-Fils, ça pourrait concerner Roger Mila, Joseph Bel-Antoine et beaucoup de binationaux que nous appelons aujourd'hui, eh bien qu'ils peuvent venir défendre les couleurs de la nation, mais qu'ils ne peuvent pas gérer une organisation. Voyez-vous? Alors moi je pense que défendre les couleurs d'une nation est supérieur à la gestion d'une organisation. Donc si un de nos compatriotes est capable de défendre la nation, défendre
les couleurs de la nation, il est automatiquement, à mon avis, eh bien, il a le droit de gérer une organisation, soit-elle liée au football. Dans ce cas, pourquoi ne pas donc adapter la loi à l'environnement actuel où beaucoup de Camerounais, je l'ai dit tout à l'heure, sont plus ou moins contraints, obligés, dans leurs activités à l'international, à prendre d'autres nationalités pour faire la chose plus simple. Oui, là nous entrons dans les prérogatives du chef de l'État. Et je me souviens, j'étais encore à Paris. Je pense que ça devrait être en 2002. On avait eu l'occasion, justement, par personne interposée, mon ami Jean-Baptiste Atemengue, qui est actuellement maire de Ngoumou, était dans la délégation qui avait rencontré le chef de l'État. Et cette question avait été posée au président de la République. Il avait dit en 2002 que, eh bien, on y apportera une réponse. Il y apportera une réponse. Alors, je ne pourrais pas m'hasarder ici à donner ma position personnelle sur une question qui est sur la table du président de la République. 2021, 9 ans déjà. Oui, mais c'est le temps du président. Oui, c'est le temps du président et ça, c'est sa prérogative. C'est sa prérogative. Mais j'aimerais vous dire qu'en réalité, cette loi sur la nationalité qui date de 1968 ne pose pas de problème majeur, sauf lorsqu'il est exploité pour des questions de politique politicienne à l'exercice de quelque activité que ce soit par nos compatriotes qui ont acquis d'autres nationalités. Je comprends que dans le cadre de certaines activités, voyez-vous, même aux États-Unis, si vous voulez être président de la République, on vous demandera de montrer que vous n'avez pas acquis une autre nationalité. Vous savez ce que le président Barack Obama a subi lorsqu'il était suspecté d'avoir la nationalité kenyane. Alors, en ce qui nous concerne, je pense que oui, nous pourrons aménager le président de la République. Je suis sûr que la réflexion est en cours dans les instances chargées de réfléchir au sujet de ces questions. Et lorsqu'il trouvera opportun, on apportera les aménagements nécessaires. Mais je comprends aussi la gêne pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parce que moi j'ai fait le choix de conserver ma nationalité. J'ai passé plus d'une quinzaine d'années à l'étranger. Mais je comprends que dans des situations, surtout dans un monde de compétition, on peut, pas par choix, par opportunisme, eh bien, prendre une autre nationalité parce qu'on peut trouver un travail. D'ailleurs, comme c'est le cas pour les footballeurs avec l'arrêt Bosnan que vous connaissez, eh bien, oui, il y a certainement des efforts à faire au niveau de la législation de manière à permettre à ces jeunes de revenir au pays natal avec leur expérience, avec leur talent et bien contribuer au développement de la nation. Mais une fois de plus, je dis que la question a déjà été adressée au président de la République. Il avait dit, il va réfléchir là-dessus. Je pense que oui, c'est le temps du président, mais on finira bien par trouver une solution. Tout comme le président avait dit que le jeudi, le Cameroun sera prêt en termes d'infrastructures sportives pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque, on parlait de 2019. Cette édition a eu un glissement. Nous en sommes en 2021. La FIFA a encore obligé à faire venir son président Yaoundé pour s'assurer que le stade, l'un des stades principaux, la CAF, l'un des stades principaux, notamment au Lembe, sera prêt le jeudi. On parlait de complexe à l'époque. On est réduit au stade. Alors, permettez-moi juste de rectifier. Oui, non, juste de rectifier. Je vois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, non, parce que au Lembe reste un complexe. Un complexe sportif avec plusieurs modules, dont le plus emblématique est probablement le stade, mais il ne se limite pas au stade. C'était juste une précision. À date, quel est l'état des avancées, des travaux au niveau du complexe d'Olembe? Alors, c'est bien que vous posiez la question au niveau du complexe d'Olembe. Ça me permettra justement de développer les autres lots autres que le stade de football. Alors, aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire l'inventaire
des lots actuellement en cours de construction au complexe sportif d'Olembe. Les lots qui sont déjà prêts et qui ont été utilisés dans le cadre du CHAN, c'est déjà les 2 stades d'entraînement. Les 2 stades d'entraînement sont quasi prêts. Il reste encore les pistes d'athlétisme à aménager, juste le tartan à poser. À côté de ces 2 lots, qui font partie du complexe, vous avez le stade principal couvert de 60 000 places. Ce stade, il est aujourd'hui achevé au-delà de 90% et nous sommes dans la phase de finition. Dans la phase de finition, il reste quelques travaux résiduels et d'ailleurs pour montrer sa fonctionnalité, sa praticabilité, le ministre des Sports a décidé d'organiser le 3 septembre dernier le match Cameroun-Malawi. Vous vous souvenez qui s'est soldé par la victoire de notre équipe nationale de but à 0, mais qui a fait couler beaucoup d'encre parce que certains disaient que le complexe n'était pas achevé ou le stade n'était pas achevé. Or, le ministre n'a jamais dit que ce match se jouait là-bas pour montrer à l'opinion publique que le complexe ou le stade était achevé, mais tout simplement que le stade était fonctionnel, qu'il pouvait déjà accueillir une rencontre. Alors, pour fermer la page du stade, les autres lots sur lesquels l'entreprise McGill travaille aujourd'hui, c'est le centre commercial. Avant d'aller sur les autres lots, oui. Vous savez que ce sont ces chiffres-là qui, à l'époque, ou du moins jusqu'à présent, donne un peu l'impression d'une insatisfaction dans les réponses auprès de l'opinion. 90%, qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites le stade est prêt? D'autant plus que depuis on nous parlait de 65%, 75%, et puis jusque-là, on ne matérialise pas ce chiffre-là. Alors, je crois qu'il y a un effet visuel qui tranche avec la réalité. Alors, lorsqu'on parle du stade, on a besoin de quoi pour jouer sur un stade? La pelouse, aujourd'hui à Olembe, nous en avons. Les vestiaires sont fonctionnels. Les lots technologiques, l'éclairage. Nous avons à Olembe un niveau d'éclairement qui est largement au-dessus des exigences de la CAF et de la FIFA. La sonorisation, les écrans. Donc voilà autant de choses et certains lots technologiques au niveau de la transmission des images satellites, ainsi de suite, les salles médias. Tout cela existe aujourd'hui à Olembe. Voilà pourquoi je dis qu'en ce qui concerne la composante sportive du stade, le stade est prêt à 90%. Je parlais d'un effet visuel, voyez-vous, parce que lorsque les gens voient les abords, ce qu'on appelle les VRD, qui ne sont pas achevés, notamment les espaces verts, notamment certaines portions de voies, certains parkings. Alors on estime que oui, mais bon, les chiffres que nous donnons ne sont pas représentatifs de la réalité, mais ce sont des lots sur lesquels j'allais revenir si vous m'avez laissé développer. Allez-y. Donc je vous aurais dit, en ce qui concerne le stade de football, voilà, le stade principal, il est prêt à 90%. Vous avez l'hôtel sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Les 70 chambres ont déjà le carrelage. Il y a encore du travail à faire. Vous avez le centre commercial qui est complètement carrelé. Là, aujourd'hui, nous travaillons sur les lots électriques essentiellement, le courant faible, le courant fort. Et vous avez enfin les VRD, donc les voies et réseaux divers et les espaces verts. En réalité, c'est la plus grande composante qui reste aujourd'hui à aménager. Et pourquoi il est aménagé en dernier? Si je vous prends le cas des VRD, vous avez bien vu que l'habillage du stade avec les écrans, avec les écailles de pangolin se poursuit. Et sur ces espaces, on roule avec des grues extrêmement lourdes. Donc on ne peut pas implanter les espaces verts pour qu'on vienne passer avec les grues après. On ne peut pas bétonner pour qu'on vienne passer avec les grues après. Donc c'est pour ça qu'il y a du retard encore dans ces zones. Il y aura encore du retard jusqu'à ce qu'on ait fini avec l'habillage du stade avec les écailles de pangolin. Mais je puisse vous rassurer qu'un certain nombre de tâches relevant de ces lots,
comme le parking de la tribune présidentielle ou alors la voie qui passe au niveau de la cursive, au niveau de la tribune présidentielle, eh bien les travaux vont commencer incessamment et qui vont être réalisés par un sous-traitant de McGill, dont je ne veux pas donner le nom aussi ici, mais ces lots sont déjà attribués. Mais je puisse vous dire et vous rassurer, Monsieur Dipita Tongo, lorsque je parle des tâches résiduelles aujourd'hui, il s'agit essentiellement de recevoir des équipements. Lorsque vous mettez de côté les VRD, de recevoir les équipements et de les installer. C'est tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous vous avons dit que le 30 novembre, le stade d'Olembe et les lots auxquels je viens de faire allusion seront livrés. Mais alors, la CAF a un bureau à Yaoundé qui accompagne évidemment le comité local et Tout à fait. tous les ingénieurs qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'elle a nécessité, cette descente, j'ai failli dire, je ne veux pas dire improvisée, mais vraiment inattendue, puisque dans un courrier qui a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, on voit bien que le président de la CAF informe le président de la Fédération camerounaise de football uniquement la veille de son départ qu'il sera là le lendemain et qu'il sera en audience au palais de l'Unité. Qu'est-ce qui a nécessité ce déplacement-là si tous ces détails avaient été transmis non seulement par le Cameroun, mais également par le bureau de Yaoundé pour rassurer le président de la CAF? Je puisse vous rassurer que la visite du docteur Patrice Motsepe dans notre pays, son dernier séjour, n'est absolument pas lié aux péripéties que connaîtrait le complexe sportif d'Olembe. Le président de la Confédération africaine est venu s'entretenir avec les plus hautes autorités de notre pays sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, et le complexe et le stade d'Olembe n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Mais sur le plan de l'organisation, il y a tellement de choses à faire. La première tâche que nous avons réalisée avec brio, c'est le tirage au sort. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça a été un succès éclatant, étincelant, mais au-delà de ça, il y a plusieurs choses qui doivent être réalisées dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de cela que le président de la Confédération africaine de football est venu s'entretenir avec les hautes autorités du pays. Il a bien voulu, par rapport justement à sa présence, puisqu'il ne l'avait pas fait lors du tirage au sort, aller s'assurer de l'état d'avancement des travaux à Olembe. Pourquoi? Parce que, eh bien, les premiers à donner des contre-informations, des contre-vérités sur ce qui se passe à Olembe, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Une partie de l'opinion a décidé de faire d'Olembe un champ de bataille politique pour certains de nos hommes politiques en mal de visibilité ou de sensation. Alors, vous savez très bien, les réseaux sociaux sont inondés de toutes sortes d'informations. Tantôt, c'est l'entreprise McGill qui aurait les bagages. Voilà, qui auraient Les plié les bagages, les ingénieurs partis, les sous-traitants qui seraient en grève, le chantier arrêté, ainsi de suite, ce qui est complètement faux. Et je puisse vous dire, Monsieur Dipita Tongo, j'y étais d'ailleurs à la suite du ministre des Sports, j'ai personnellement vécu l'émerveillement du président de la Confédération africaine du football lorsqu'il a découvert ce magnifique stade. Et le discours dithyrambique qui était le sien était justement révélateur de ce qu'il a ressenti lorsqu'il est arrivé à Olembe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ce stade est pratiquement achevé. Contrairement à ce que l'on me dit, ce stade est achevé. Et je reviendrai en novembre quand tout sera fini pour en prendre possession. C'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais donné d'ultimatum à l'État. Vous savez que dans le cadre de la CAN, le Cameroun doit mettre à disposition de la CAF les infrastructures environ 2 mois avant le début de la compétition. Voyez-vous? Donc, il y a tellement de choses qui se racontent autour de l'Olembe qui sont
extrêmement éloigné de la vérité. Si tant est que Olembe avait des problèmes, je ne pense pas que la délégation malawite, jusqu'aujourd'hui, bientôt 4 semaines plus tard, ne s'est toujours pas plaint des conditions dans lesquelles elle a joué à Olembe. Est-ce que les Lions indomptables se sont plaints des conditions dans lesquelles ils ont joué à Olembe? Pas du tout. Donc on observe néanmoins que les prochaines rencontres du Cameroun, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, se joueront en Japon. Oui, mais je fais partie de ceux qui ont conseillé, Monsieur le ministre des Sports, que ces rencontres se jouent à Japoma. C'est tout simplement pour nous laisser à Olembe le temps de finir sereinement les travaux. Je puis vous rassurer que pour organiser un match comme celui contre le Malawi, eh bien, nous avons dû arrêter les travaux pendant une semaine. Or, actuellement, nous fonctionnons à flux tendu. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chaque jour compte. Et voilà pourquoi insister encore de jouer au Lembe pour vérifier les fonctionnalités de ce stade, alors que nous savons que le stade est fonctionnel, alors que Japoma, qui est une très très belle infrastructure, le Cameroun est et là la à côté. CAF n'ont pas encore signé, comment vous appelez ça, cette convention qui permet... Le cahier de charge. Le cahier de charge, oui, qui permet à la Confédération africaine d'attribuer la compétition à un pays. Oui, oui. Ça n'a pas encore été signé? Non, ça n'a pas encore été signé. Ce n'est pas du fait du Cameroun, c'est du fait de la CAF. De toute façon, la CAF nous avait transmis le projet de cahier de charge. Le ministre des Sports en a pris connaissance, a apporté les aménagements qui permettent de protéger l'État, permettent de protéger l'intérêt supérieur de la nation, et ce cahier de charge a été retourné à la CAF. En réalité, nous ne pouvons pas obliger la CAF. Elle a son agenda et elle sait quand est-ce que ce cahier de charge sera signé. Mais je puisse vous dire que le fait qu'il ne soit pas déjà signé ne signifie pas que nous faisons de la navigation à vue. Non, puisque nous avons justement des documents référentiels de la CAF avec lesquels nous travaillons. Nous avons sur place, même ici au Cameroun, une équipe de la CAF, vous venez de le dire, qui travaille avec nous. Donc, le moment venu, il s'agira simplement d'une simple procédure. Il n'y a aucun risque. Le président de la CAF l'a dit, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Le Cameroun organisera la CAN en 2022. Et je puisse vous dire que le Cameroun est quasiment prêt. À Olembe, nous serons prêts, exception faite du site de la poule d'Olembe. Toutes les autres poules sont quasiment prêtes. Donc nous n'avons pas de problème majeur. Pour alors là, il s'agit, peut-on croire donc qu'au 30 novembre 2021, le complexe, je ne parle plus que du stade, oui, le complexe sera-t-il entièrement livré dans non, sa composante totale? Non, non. Parce que le complexe d'Olembe est bien plus vaste. Il est bien plus vaste. C'est pour ça que je précise. Oui, non, il ne sera pas livré dans sa totalité, dans sa globalité au 30 novembre. Qu'est-ce qui sera livré au 30 novembre? Nous aurons le stade principal, les 2 stades d'entraînement, l'hôtel, le centre commercial, les salles de cinéma, et ainsi de suite, les parkings. Okay. Voilà ce qui sera livré au 30 novembre. Qu'est-ce qui va manquer? Alors, ce qui manque et qui sera engagé, dont les travaux seront engagés après la CAN, pour éviter du bruit, vous avez le gymnase, vous avez la piscine olympique, vous avez les cours de tennis, il y en a 4, vous avez les stades de basket, de volley, de hand, qui ne sont pas encore prêts. Et oui, le chef de l'État a décidé, vous savez que le palais... non, pas le palais polyvalent des sports où on faisait la boxe à Yaoundé, le camp de l'unité. Oui, le camp de l'unité va être détruit et le président de la République, dans sa magnanimité habituelle, a demandé à ce qu'on prévoie un nouvel espace pour les sports de combat, dont à cela va s'ajouter un palais des sports de combat, Voilà le reste
des infrastructures qui vont être livrées en 2022 et c'est l'ensemble de toutes ces composantes qui formeront le complexe sportif d'Olembe. Peut-être avec d'autres aménagements encore, tout dépend du président de la République, parce que j'aimerais bien vous dire que c'est lui en réalité qui est le véritable maître d'ouvrage. C'est sa vision que nous implémentons. Donc il n'est pas exclu qu'en cours de construction, que le président de la République demande, étant donné que notre pays recevra les Jeux de la solidarité islamique en 2025, eh bien qu'un certain nombre d'infrastructures y soient encore ajoutées. Mais dans le contrat qui a été signé avec Piccini, qui est aujourd'hui mis en œuvre avec McGill, c'est en 2022 que nous aurons l'ensemble des composantes contractuelles prévues. L'accord cadre, c'est l'espace. Oui, l'accord cadre plutôt, l'accord cadre. Cela dit, je suggère qu'on parle d'autres infrastructures. On s'est largement étalé sur Olembe. Mais il y a d'autres infrastructures, d'autres sites pour la compétition. Mais ce sera après ce reportage où, vous le savez, d'ailleurs vous êtes au ministère des Sports, l'équipe camerounaise de volleyball dames est rentrée championne d'Afrique. Et à Yaoundé, nos équipes ont accompagné le retour de cette équipe-là. Suivez plutôt. Merci. Les championnes d'Afrique de volleyball de retour au Bercail ce début d'après-midi. C'est une délégation coiffée par le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, qui les a accueillis à l'aéroport international de Nsin-Malène à Yaoundé avec tous les honneurs et les félicitations dues à leur rang. Au bout de quelques échanges avec le staff administratif, elles ont été conduites dans un hôtel de la cité capitale, d'abord pour un déjeuner, ensuite pour des échanges conviviaux pour savourer la victoire décrochée au Rwanda ce 19 septembre. Elles ont fait flotter le drapeau camerounais pour la 3e fois sur le continent. Comme en 2017 et en 2019, les Kenyanes ont été dominées par l'équipe de la capitaine Christelle Nana. Les Lions indomptables ont battu les Malia Strikers 3-7 à 1. Après sa brillante prestation au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2021, la sélection nationale senior dames de volleyball du Cameroun est donc arrivée à Yaoundé ce mardi 21 septembre 2021. Avec dans les bagages, au-delà du trophée principal, les titres de meilleure joueuse du championnat décerné à Christelle Nana et celui de meilleure serveuse attribué à Laetitia Mouma. Une victoire, certes, mais avec beaucoup de difficultés auxquelles il est impératif de remédier pour éviter toute frustration. Le coach revient sur les hauts et les bas du séjour en terre kenyane. Pour parler un petit peu du travail, ça a été le stage le plus difficile depuis que je suis à l'équipe du Cameroun. Il y a des moments où on n'avait même pas de l'eau aux entraînements. Et les filles, elles se sont jamais plaintes. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est un groupe qui se plaint jamais. Jusqu'à présent, on n'a même pas eu, ne serait-ce que les primes olympiques qu'on a souvent lors des séances. Même à mon époque, quand je jouais, à chaque fin de stage, on avait au moins les primes olympiques. En espérant que tout rentre dans l'ordre pour les Lions d'ici là, rappelons que les sélections du Cameroun et du Kenya vont représenter l'Afrique lors du prochain championnat du monde qui se déroulera du 26 août au 11 septembre 2022 aux Pays-Bas et en Pologne. Cyril Tolo, quand on écoute l'entraîneur national de volley dames, une équipe qui n'avait même pas de l'eau, une équipe qui n'a pas été accompagnée dans sa préparation, qui rentre avec le trophée, on a l'impression que le ministère des Sports, que le Cameroun, a fait de la récupération dans une victoire pour laquelle il n'a peut-être pas systématiquement œuvré, il n'a pas accompagné cette équipe. Je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Une équipe nationale, d'ailleurs, cette équipe, il me semble, si mes souvenirs sont bons, je me trompe, vous me corrigerez, à quelques minutes du début de ce match, elle avait des problèmes de frais d'engagement. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Alors, j'aimerais vous dire que c'est une situation exceptionnelle. Une situation exceptionnelle concernant cette équipe. Mais la volonté du ministre des Sports est que toutes les fédérations qui sont engagées dans des compétitions internationales soient accompagnées. Et je vais vous donner un autre exemple dont on ne parle pas trop. C'est la fédération camerounaise des sourds-muets dans le domaine du football qui allait représenter notre pays dans le championnat africain qui se joue en ce moment au Kenya.
le déplacement a été difficile, mais le ministre des Sports a tenu à ce que ces athlètes handicapés se rendent à cette compétition. Mais voyez-vous, sauf que le ministre des Sports n'est pas celui qui dispose de l'argent. En début d'année, dans le cadre du cadrage budgétaire, les compétitions où les athlètes camerounais doivent participer sont connues d'avance. Les budgets transférés au ministère des Finances. Il peut arriver que pour des contraintes budgétaires, que les budgets sollicités n'arrivent pas à temps. Et je puisse vous dire que c'est ce qui est arrivé pour notre équipe de volleyball. Aujourd'hui, tout est-il rentré dans l'ordre? Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Je pense que la victoire y a aussi contribué, mais le ministère des Sports, le ministre des Sports aussi a fait les efforts nécessaires. Donc c'est la situation financière dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, qui n'est pas seulement liée à la crise sécuritaire que nous connaissons au nord Cameroun, dans les régions anglophones, à l'est également, à la situation liée au Covid, qui a déstructuré une partie de notre tissu économique, eh bien, bon, qui ont quand même réduit les ressources de l'État aujourd'hui. Et dans ce contexte de rareté de ressources, eh bien, nous nous sommes retrouvés justement dans une situation difficile. Et j'aimerais quand même ici vraiment dire bravo à ces filles qui ont pris toutes leurs responsabilités, malgré les situations difficiles, simplement pour l'amour pour la nation, l'amour qu'on a pour le pays, eh bien, elles se sont battues, elles sont sorties pour la 3e fois championnes d'Afrique. Le président de la République leur a adressé des félicitations, le ministre des Sports également, et je puisse vous dire qu'aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le président les recevra-t-il? Je ne gère pas le calendrier, l'agenda du président de la République, mais il a déjà félicité. Le ministre des Sports était déjà à l'aéroport pour les recevoir. Peut-être qu'une autorité au-dessus du ministre le fera, mais ça, c'est le domaine réservé du président de la République. Puisqu'on est dans ces autres sports, avant de revenir sur les infrastructures de la CAN, à quand le renouvellement du mouvement sportif, des organes dirigeants du mouvement sportif camerounais? On sait que ça traîne. Je veux dire qu'il y a des contraintes, il y a eu des raisons pour lesquelles jusqu'ici ça ne s'est pas fait. Je pense que cela date depuis 2008, si mes souvenirs sont bons. Oui. Il n'y a pas eu de grand mouvement de renouvellement de ces organes. Est-ce que c'est dans le calendrier du ministère des Sports, cette initiative? Oui, c'est même dans le calendrier. Ce n'est pas seulement dans le calendrier du ministère des Sports, du ministre des Sports, c'est même dans ses priorités. C'est même dans ses priorités. En réalité, n'eût été l'émergence de la Covid-19, les dispositions avaient déjà été prises pour que le renouvellement des instances gouvernantes dans les différentes associations et fédérations se fasse. Mais l'émergence de la Covid-19 est venue complètement chambouler l'ordre des priorités. Et voyez-vous, en l'état actuel des choses, la priorité des priorités de toute la nation, c'est d'abord l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre des Sports, qui tient au retour de la légalité au sein de toutes les associations, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes, même si on n'en parle pas toujours, eh bien, prendra les dispositions nécessaires pour que le renouvellement des organes dirigeants se déroule dans pratiquement toutes les associations et fédérations. Reparlons donc de ces infrastructures pour la CAN. On sort un peu de Yaoundé, je pense qu'on a fait le point d'Olembe. Oui. Venons ici à Douala, on ne parle pas que du stade. Je veux dire, le bijou Japoma, tout le monde est unanime là-dessus. Oui. Il n'y a plus de questions à la limite. Mais si oui, comment fait-on pour accéder au stade de Japoma? Je veux dire, la pénétrante Est, aujourd'hui, c'est un véritable goulot d'étranglement
pour entrer dans la ville de Douala de ce côté, pour en sortir, pour la circulation, quel que soit le schéma par lequel on le prend, comment ça se passe avec cette voie d'accès? Cette voie d'accès, je puis vous rassurer, sera aménagée avant la CAN. Voyez-vous, M. Dipita Tongo, le président de la République a une vision assez grande de notre pays. Parce qu'en réalité, s'il ne s'agissait que de la voie en elle-même, même avec les ressources locales, nous aurions pu le faire. Mais le président de la République a voulu que, en plus de la voie, qu'un nouveau pont soit construit sur la Dibamba. Qu'un nouveau pont soit construit sur la Dibamba. Donc on a redimensionné, on a reconfiguré complètement le projet de la pénétrante Est, qui doit donc prendre en compte la construction d'un nouveau pont à 5 voies sur la Dibamba, ce qui a complexifié le projet et qui, au niveau des ressources, a augmenté l'enveloppe budgétaire sollicitée. Mais je puis vous dire qu'aujourd'hui, au niveau gouvernemental, au niveau du ministère des Travaux publics, le dossier a suffisamment avancé. Les fonds de contrepartie seront disponibles, je l'espère bien, dès la semaine prochaine. Et aussitôt que tout cela sera mis en place, eh bien, le financement attendu de la Standard Chartered Bank sera là et les travaux vont être engagés. Mais, en ce qui concerne les travaux, les dispositions sont déjà prises pour que, dès la mise en place des fonds de contrepartie, je l'espère, qui seront peut-être positionnés dès la semaine prochaine, que les travaux reprennent. Mais vous avez vu quand même que dans le cadre du CHAN, le ministère des Travaux a tenu à ce que la praticabilité de cette route, que sa fonctionnalité soit maintenue. Razel a travaillé sur une couche qui aujourd'hui, la couche centrale sur laquelle nous roulons aujourd'hui, évite quand même les embouteillages, les bouchons que nous avions à l'époque, plus ou moins lorsque vous regardez quand même. Mais je puis vous rassurer qu'avant la CAN, les dispositions sont prises pour que cette voie soit aménagée. Allons à Bafoussam où la question ne se pose pas moins. Oui. La voirie urbaine, donc le réseau routier, où en est-on? Oula, Bafoussam est complètement transformé, j'en reviens. Bafoussam est complètement transformé. 200 km de voies urbaines. Alors, Bafoussam n'a pas un problème de route. Et en plus de cela, la route Yaoundé-Baganté-Bafoussam est aujourd'hui achevée. Donc, l'Ouest n'a pas de problème de route. Enfin, l'Ouest administratif. L'Ouest concerné par la CAN n'a pas de problème de route. À Garoua, cette fois-là. Là-bas également, il y avait cette question de l'hôtel qui n'était pas prêt. Il y avait la voirie urbaine, côté du stade. Côté stade, nous n'avons plus de problème à Garoua. Les deux stades d'entraînement qui accusaient un certain retard, notamment le stade Sénagest et le stade Coton Sport, construits par l'entreprise Pram Potomac, sont aussi en cours de finition. Vraiment, il reste quelques travaux résiduels. Les mâts d'éclairage sont installés, on a l'eau, on a la pelouse. Il y a quelques travaux encore à faire au niveau des VRD. Voilà tout ce qui reste. Les hôtels. Alors, les hôtels, nous avions un problème de retard au niveau de l'hôtel La Benoué, mais là aussi les travaux ont énormément avancé. Sur les 110 chambres attendues, nous avons aujourd'hui plus de 90 chambres qui sont aménagées. Et là aussi, l'essentiel des travaux reste justement au niveau des VRD. Mais il faudrait que les moyens, les ressources soient mises à la disposition de l'entreprise Pram Potomac pour achever les travaux résiduels. Par contre, il y a un autre hôtel, l'hôtel Shalom, où résidera la CAF, dont les travaux avancent. Là, l'État vient de donner un appui financier aux constructeurs pour que les travaux avancent aussi. Mais c'est un hôtel qui vient d'être
construit et qui est un véritable bijou qui va contribuer justement à améliorer l'offre hôtelière dans la ville de Garoua qui, tout compte fait, n'a pas un problème d'hôtel. Garoua n'a pas un problème d'hôtel. Vous avez l'hôtel le Ribadou, qui a été construit par Mouta Engil. Et vous avez d'autres grands hôtels, je ne vais pas tous les citer ici. D'accord. En termes de communication, télécommunication, le Wi-Fi Oui, là aussi, le ministère... On peut être rassuré. Non, nous sommes rassurés parce que le ministère de la Communication a fait des efforts incroyables. Aujourd'hui, en matière de communication, notre pays est véritablement à l'avance. Les travaux ont été réalisés dans tous les stades. Vous avez des studios, des studios où vous pouvez faire du direct, vous pouvez faire de la production dans tous les grands stades. Vous avez, au niveau de Internet, le ministère des Postes et Télécommunications. Aujourd'hui, tous les stades et même les hôtels sont reliés par fibre optique. Alors, des efforts extraordinaires ont été réalisés. Si la CAN était demain, que diriez-vous? Si la CAN était demain, je demanderais juste qu'on nous laisse jusqu'au 30 novembre pour achever Olembe. Et Olembe achevé, le Cameroun serait prêt. Dernier axe de cette émission, on va rendre un hommage appuyé à deux personnalités de la place publique camerounaise. D'abord, Sa Majesté Djindika Akwa, dont les obsèques se sont déroulées cette semaine à Douala. Et à ce sujet, je vous suggère de regarder cet élément. Sa Majesté Djindika, les obsèques. The Sawa community in and out of Douala have come out in their numbers, all clad in their traditional regalia at the Place de Beseka here in Douala to bid their final farewell to Their Majesty Djindika Akwa, Superior Chief of the Canton Akwa Kings of Bonembela, who died on December 8, 2020 at the age of 77. De l'événement, c'est qu'on a rendu un véritable hommage à un citoyen qui a placé l'éthique à un certain niveau, qui le méritait, parce qu'aujourd'hui, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'éthique dans notre pays. Autre hommage, celui-là un hommage, vous m'excuserez, oui. Adressé à Amobé Mevegué, dont on sait que les obsèques se sont également déroulées ce samedi dans la région du centre. Nos équipes également ont tenu à préparer un dernier et vibrant message à son endroit. Suivez ce reportage. C'est dans la discrétion totale que s'est faite la levée de corps d'Amobé Mevegué à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce matin aux environs de 8 heures, en présence de plusieurs personnalités et membres de sa famille. Elle sera suivie d'un culte avant le départ funèbre pour le village Kolbogo Parsa, département de la Léquié. Ce samedi 25 septembre, vers 14 h, il sera conduit à sa dernière demeure. Et à Sa Majesté. Peut-être un mot pour... Oui, juste pour rendre hommage à ces dignes fils de la nation qui nous ont quittés. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer Sa Majesté Djindika Akwa III ici au stade de la réunification, lorsque le Cameroun avait joué contre le Mozambique. C'était un monsieur extrêmement cultivé, puisque nous avons eu l'opportunité d'échanger. Et quant à Mobé, je l'ai connu quand j'étais à Paris. Et d'ailleurs, j'ai travaillé sur un projet avec lui, le projet Chopping Tools. J'avais un groupe à l'époque de musique qui faisait dans le Bikutsi rock. Et j'avais fait, grâce à lui, j'avais fait la connaissance d'un producteur et d'un metteur en scène congolais, Ludovic Ngoma, qui était venu ici au Cameroun travailler avec mon groupe. Nous avons préparé un spectacle au centre culturel à l'Institut français. Et il était question qu'avec Amobé, il trouve le moyen de faire tourner le groupe à Paris et dans d'autres villes. Malheureusement, là aussi, le groupe avait connu beaucoup de problèmes avec le décès de Mayo, Gabriel, qui était le guitariste, Dag Janvier.
et bien d'autres. Aujourd'hui, il va les retrouver. Que dire? Que la terre de nos ancêtres leur soit légère et surtout que nous gardons leur mémoire parce qu'ils ont beaucoup donné, pas seulement à la communauté nationale, mais aussi à l'humanité tout entière, mais ainsi va la vie. Merci à vous, merci infiniment, docteur Éloi Cyril Tolobatou, d'être venu jusqu'ici apporter ces éclairages pour, j'espère bien, le plaisir de nos téléspectateurs. Ces zones d'ombre, ces questions que certains se posent autour, évidemment, de l'organisation de la CAN 2021. Merci, Monsieur Dipita Tongo. C'est toujours un plaisir de venir à Douala et d'être sur votre plateau. À l'occasion, évidemment, on vous sollicitera à nouveau. Merci. Merci à vous également, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine. Bonsoir.